Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 8 juin à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays. L'Algérie suspend le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d'Espagne. Décision suite à la campagne entreprise par l'Espagne pour justifier son revirement de position sur le Sahara occidental en violation de ses obligations. Dans son dernier éditorial, la revue Al-Jaish met en avant la primauté de l'intérêt suprême de la nation et la consolidation des rangs du peuple, des conditions fondamentales pour faire face aux ennemis. Les détails dans le journal. 5 nouvelles usines de dessalement d'eau de mer prévues prochainement. Le pays en compte déjà 14. Parmi elles, la station réalisée à Foucaï il y a 11 ans. Sa voisine entrera bientôt en activité reportage dans cette édition. Journée nationale de l'artiste ce 8 juin, le prix Ali Maachi du président de la République pour les jeunes créateurs décerné ce soir. Hommage également à Tial Touaïté, assassiné par l'armée française, l'artiste engagé pour la cause nationale. À l'étranger, le Maroc épinglé de nouveau pour espionnage. Une ex-ministre espagnole des Affaires étrangères accuse le Marzane d'avoir utilisé tous les moyens pour avilir l'assistance humanitaire au président sahraoui l'an dernier. Des membres du gouvernement espagnol mis sur écoute. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays. L'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne, a déclaré la présidence de la République. Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques de puissance administrante du territoire qui pèse sur le Royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations Unies. Ces mêmes autorités qui assument la responsabilité d'un revirement injustifiable de leur position depuis les annonces du 18 mars 2022 par lesquelles le gouvernement espagnol actuel a porté son plein soutien à la formule illégale et illégitime de l'autonomie interne préconisée par la puissance occupante s'emploie à promouvoir un fait accompli colonial en usant d'arguments fallacieux. Cette attitude du gouvernement espagnol s'inscrit en violation de la légalité internationale que lui impose son statut de puissance administrante et aux efforts des Nations Unies et du nouvel envoyé personnel du secrétaire général et contribue directement à la dégradation de la situation au Sahara occidental et dans la région, poursuit la présidence de la République. En conséquence, l'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne et qui encadrait jusqu'ici le développement des relations entre les deux pays, a conclu la présidence de la République. Cette décision fait suite donc à un revirement inattendu de la position espagnole sur le Sahara occidental, une position illégale en contradiction avec les lois internationales et des principes de l'Algérie, plutôt que l'Algérie a toujours défendu, tout comme les causes justes. Zohel Bendimeret.
Comme veut la tradition, les traités d'amitié, de bon voisinage et de coopération sont signés entre les pays pour concrétiser une vision commune fondée sur le respect des obligations juridiques, morales et politiques. Le traité d'amitié signé entre l'Algérie et l'Espagne en 2002 n'avait à l'époque dérogé à aucune de ces règles, estimant que les deux nations ont une convergence de vues et un cheminement de pensée en phase avec les mutations que connaît le monde, sans parler du passé historique que partagent les deux pays. Seulement voilà, en mars dernier, le gouvernement espagnol et contre toute attente opère un revirement qui restera indélébile dans les annales de l'histoire, en apportant son plein soutien à la formule illégale et illégitime de l'autonomie interne préconisée par la puissance occupante marocaine, en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques, de puissance administrante du territoire qui pèse sur le royaume d'Espagne. L'Algérie, sur cette question, s'est toujours positionnée dans une posture de neutralité et, naturellement, elle attendait de ses partenaires, notamment européens et surtout espagnols, de respecter ce principe, car au final, seules les Nations Unies et le processus onusien est en droit, sans influence aucune, d'apporter une solution qui consiste à un processus de décolonisation du territoire non autonome du Sahara occidental. Pour respecter ses engagements internationaux, l'Algérie, dans sa tradition, a toujours veillé à remplir ses obligations vis-à-vis de ses partenaires. En témoigne l'engagement de notre pays à satisfaire la demande énergétique en augmentant par exemple les capacités de gazoduc Medgaz et de compléter si nécessaire avec des marchés spot en faveur de l'Espagne lorsque le gazoduc Maghreb-Europe a été mis hors service côté algérien le 31 octobre 2021. La décision de l'Algérie aujourd'hui est une réaction légitime et conforme à ses principes qu'elle n'a eu de cesse de répéter à chaque occasion qui se présentait, et notamment son appui indéfectible aux efforts des Nations Unies pour le règlement du dossier de décolonisation du Sahara occidental. Activité parlementaire. Mais avant, nous allons parler de l'éditorial de la revue Al-Jaish. Consolider la cohésion nationale et renforcer le front interne, a titré la revue Al-Jaish dans son dernier éditorial. La primauté de l'intérêt suprême de la nation et la consolidation des rangs du peuple sont parmi les conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis. Yamina Saïchi. L'éditorial du dernier numéro de la revue Al-Jaish évoque la consolidation, la cohésion nationale et le renforcement du front interne comme une priorité. Aujourd'hui, l'intérêt suprême de la nation est la consolidation des rangs du peuple, une des conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis et de faire barrage aux récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu social et à nuire au moral de notre peuple, en tenant des discours empreints de haine et de rancœur, en répandant des rumeurs destinées à semer le trouble et la confusion, en travestissant les faits, en déformant la réalité, procédés qui n'ont d'autre finalité que d'entraîner ceux qu'ils réussissent à séduire et abuser dans les abîmes de la félonie et de la trahison. L'initiative de la main tendue récemment lancée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, vise à réunir toutes les composantes du peuple algérien sans distinction ni discrimination pour servir leur pays et tourner ainsi la page du passé. Tous les Algériens sont donc appelés aujourd'hui à intégrer le processus de construction du pays et aspirer à un avenir meilleur. Le président de la République a estimé que son initiative était plus que nécessaire dès lors qu'elle a pour finalité la construction d'un front interne cohérent qui se dresse d'une part face à toutes les campagnes de dénigrement visant notre pays. Pour sa part, et comme à l'accoutumée, l'armée nationale populaire a été en première ligne pour apporter soutien et appui à toutes les bonnes initiatives ayant pour objectif de servir l'Algérie. Ainsi, s'agissant de cette initiative, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé qu'elle vise à consolider la cohésion nationale et à renforcer le front interne. Une initiative qui reflète véritablement la volonté politique sincère des hautes autorités du pays à œuvrer au resserrement des rangs, à la réunification et à la mobilisation des forces vives de la nation, particulièrement dans la conjoncture internationale actuelle. Nos ennemis savent pertinemment que le secret de notre force réside dans notre unité et de ce fait, ils n'ont de cesse d'œuvrer jour et nuit et par tous les moyens à battre en brèche cette unité en tenant un discours tendancieux prônant la sédition, la division et la haine.
L'initiative du président de la République vient s'ajouter aux réalisations et acquis enregistrés par notre pays à travers le parachèvement du processus de construction des institutions de l'État et l'édification d'un État de justice et de droit. Cette initiative vient impulser davantage de dynamisme à la politique étrangère en plus de relancer la route du développement économique, outre le fait d'accorder une importance capitale au volet social, traduite par des mesures pratiques qui visent à servir les intérêts du citoyen. En moins de 30 mois depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a réussi à asseoir de nouvelles règles et coutumes et il a conféré aux différents aspects de la gestion une symbolique perdue pendant des décennies. Dans l'actualité, présentation ce matin au Conseil de la Nation du projet de loi organique définissant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, a rappelé que la Constitution de 2020 a institué une Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel et a fixé avec précision ses attributions et les instances pouvant la saisir. Dans l'article 196, une séance plénière présidée par Salah Goudji, le président du Sénat, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Abdelkader Ben-Zeyen, a reçu le ministre d'État britannique chargé des Affaires étrangères, Tariq Mahmoud Ahmed. La rencontre a abordé les voies de renforcer la coopération entre les deux pays et la promotion de la recherche scientifique, ainsi que l'échange d'expertise. Journée nationale de l'artiste ce 8 juin. Le prix Ali Marachi du président de la République pour les jeunes créateurs décerné ce soir au Centre international des conférences. Il récompense chaque année des œuvres dans différentes disciplines artistiques. Et le prix, instauré en 2006, porte le nom de l'artiste défunt engagé Ali Marachi. Le poète et chanteur assassiné il y a 54 ans, jour pour jour, n'a eu de cesse de militer à travers son art pour l'indépendance du pays. Un hommage lui a été rendu dans sa ville natale et lieu de son assassinat par l'armée française Tiaret. Une stèle commémorative a été érigée à la mémoire du défunt shahid et artiste. Direction Oran à présent pour la visite d'un haut lieu du 4e art, le théâtre régional à la grande beauté architecturale, allie histoire et modernité. Il communique au public via une plateforme numérique. Dernièrement, le théâtre s'est mis au diapason de l'événement à venir, les Jeux méditerranéens. Mejda Jahmoud. Le théâtre d'Abdelkader Alloula est considéré comme l'une des plus prestigieuses et plus vieilles enceintes théâtrales du pays. Un espace artistique qui ne se limite pas uniquement au 4e art. Au point de vue ilqa et tout, alhamdoulilah, ma عندناش مشكلة من تكون تلعب une acoustique vraiment agréable. Point de vue architecture, c'est pour moi c'est la meilleure parce que ils peuvent voir les angles. Pour y ajouter une touche de modernité, une plateforme numérique a été créée pour approcher ce théâtre régional du public. À travers cette application digitale, nous présentons le programme des activités artistiques organisées au niveau du théâtre. Elle permet également aux spectateurs de faire leur réservation et d'acheter leur ticket à distance. Il leur est même possible de choisir la place qui leur convient. Les Jeux méditerranéens seront une opportunité pour promouvoir la culture locale d'El Behia. À l'occasion des Jeux méditerranéens, le théâtre régional d'Oran a élaboré un programme pour le 25, 26 et 27 juin. Au menu, des spectacles de rue au niveau des différentes placettes de la ville. D'autres activités seront organisées au niveau de la salle à partir du début du mois de juillet. À commencer par le programme du Festival du théâtre méditerranéen en collaboration avec le Théâtre national algérien et en présence de plusieurs pays méditerranéens. Les Jeux méditerranéens d'Oran, une occasion pour la compétition sportive, mais également une réelle opportunité pour promouvoir la culture algérienne dans toutes ses diversités. Et des artistes plasticiens se sont donné rendez-vous à Bécha le temps d'un salon national. L'événement se veut un espace d'échange entre professionnels et amateurs d'art. Une 5e édition qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance. Camélia Bellel.
Les plasticiens et les amateurs de l'art plastique se sont donné rendez-vous à Béchar à l'occasion de la 5e édition du Salon national de plastique. Une occasion pour se réunir, mais aussi pour exposer une large gamme de tableaux réalisés par des artistes venus de différentes régions du pays. De l'art abstrait ou du figuratif, chacun a choisi un courant artistique pour s'exprimer et présenter ses plus belles œuvres. Nous voulons fêter le 60e anniversaire de l'indépendance différemment. C'est une initiative louable car ça nous permet d'enrichir nos connaissances. Le salon regroupe de nombreuses toiles réalisées à partir de différentes techniques où chaque participant met en avant son savoir-faire. Nous avons essayé de transmettre un ensemble de valeurs et de traditions de manière artistique. Ces œuvres expriment notre identité nationale. Nous essayons peut-être comme artistes d'enrichir la scène culturelle à travers notre art. Une véritable escapade qui s'offre aux visiteurs de cette exposition à travers ces belles toiles, dont beaucoup sont dédiées au 60e anniversaire de l'indépendance, un événement que les Algériens s'apprêtent à fêter en grande pompe. Économie, le poste frontalier Taleb El-Arbi à El Oued revêt une grande importance. Il assure et facilite le passage des commerçants de part et d'autre et s'inscrit ainsi dans la réalisation des défis économiques au cœur des préoccupations de l'État. Mohamed Laïd Lebihi, Malika Belel. En plus d'être un point de transit pour les voyageurs, le poste frontalier Taleb El-Arbi d'El Oued est également une plaque tournante des échanges commerciaux dans la région au vu des facilitations accordées aux opérateurs économiques. Sa réouverture intervient sur instruction du gouvernement, ce qui permettra l'exportation des produits locaux, à leur tête les produits agricoles et les transformations industrielles. C'est la première fois que j'emprunte ce passage et je salue cette initiative. Lors du dernier Conseil des ministres, il a été décidé de créer des banques à l'étranger. C'est une procédure attendue depuis très longtemps par les opérateurs économiques. Cela va nous encourager à exporter nos produits. Rapprocher l'administration des opérateurs économiques, expliquer les nouvelles lois et procédures et rouvrir le passage frontalier étaient nos principales revendications. Le nouveau poste frontalier a été conçu conformément à des standards techniques bien étudiés. Il présente toutes les commodités nécessaires. Vers le nouveau système avec les Coréens, on va accélérer le projet, le système d'information pour faire démarrer le plus vite possible 7 modules ou 6 modules. Donc le système هذا بربي إن شاء الله أنا نقولها من هذا المنبر راح تكون فيه ثورة يعني بالنسبة لقضية معالجة التصاريح الجمركية. La réouverture de cette zone frontalière pour activités économiques contribuera à l'impulsion de la dynamique commerciale dans la wilaya. Ouargla, wilaya a grand potentiel pour l'investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Plusieurs projets ont été réalisés. Une usine en particulier nous intéresse ce soir. Elle fabrique des panneaux solaires et peut sortir jusqu'à 2400 unités jour. Un sujet signé Mansour Sebah. Commentaire Sofiane Hamoudi. Région pétrolière de premier ordre, Ouargla se lance dans les énergies renouvelables à travers l'entrée en exploitation de cette nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques avec une capacité de production quotidienne de 2400 unités. Cette usine fabrique plusieurs panneaux solaires d'une capacité annuelle de 200 MW. Il y a plus de 120 travailleurs partagés en 3 groupes. Nous produisons entre 250 et 300 échangeurs par an, une production pouvant couvrir la demande locale, mais également celle de l'extrême sud. En matière d'immobilier industriel, Ouargla attire les investissements privés en mettant à leur disposition 5 nouvelles zones de microactivité qui devraient booster les porteurs de projets.
Il y a beaucoup de facilitations, notamment dans l'octroi des contrats et de permis de construire. En termes de financement, les financements et les garanties sont prêts. Il est grand temps de concrétiser ces projets. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Ouergla est conforme à la politique du gouvernement et les instructions du président de la République afin de créer de la richesse et de l'emploi. Nous avons constaté également l'engagement des jeunes qui investissent dans plusieurs projets. Nous aspirons à développer l'industrie photovoltaïque. Des mesures à même d'améliorer le climat des investissements dans le Grand Sud algérien. Eau potable, le dessalement d'eau de mer, une des sérieuses alternatives au manque de pluviométrie enregistré ces dernières années. 5 nouvelles usines sont prévues prochainement. Le pays en compte déjà 14. Parmi elles, la station réalisée à Fouka il y a 11 ans. Sa voisine entrera bientôt en activité, nous dit Majda Jahmoun. Dotée d'une technologie de pointe et un personnel qualifié, la station de dessalement d'eau de mer de Fouka est une station qui veille à assurer la disponibilité d'une eau de qualité. Une production destinée pour près de 500 000 habitants à Blida et Alger. Notre station est considérée comme un exemple de réussite. L'exploitation de la station a commencé il y a 11 ans. Nous ne rencontrons aucun problème. Elle est gérée par des cadres algériens très qualifiés qui sont en mesure de réaliser d'autres stations et de les gérer. L'opération de dessalement n'est pas si simple que ça. C'est à travers ces conduites que passe l'eau de mer avec ses déchets afin d'être filtrée et traitée par les machines de filtrage afin d'obtenir une eau potable. La station de Fouka produit environ 260 000 m3 quotidiennement. La première étape consiste à enlever tout déchet chimique comme les bouteilles ou les papiers. La deuxième, c'est d'enlever les matières organiques. Lors de la troisième étape, nous enlevons tous les sels en trop. La dernière phase, quant à elle, elle est consacrée à l'amélioration de la qualité d'eau produite en lui rajoutant des sels et des produits chimiques. Le rôle du laboratoire dans cette station est de suivre toutes les étapes ainsi que leur efficacité. L'avant-dernière étape est d'obtenir une eau distillée. C'est une eau non potable, donc nous rajoutons des produits chimiques pour que l'eau devienne potable. La perturbation de distribution d'eau potable connue l'année dernière due à la diminution du niveau d'eau des barrages a poussé les pouvoirs publics à prendre des mesures en cas de crise, notamment le dessalement d'eau de mer. Des projets de réalisation de stations de dessalement gigantesques sont au programme de l'État. Parmi ceux-ci, la station de Fouka 2 qui entrera en activité bientôt. Dans le cadre de visant la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer gigantesques pour la production quotidienne de 300 000 m3. Elles sont toutes situées sur le littoral algérois. La station de Fouka 2 à côté de la station de Fouka 1 pour approvisionner en eau les wilayas d'Alger et Blida. فوكا 1 ستسعى في تموين مواطنين ولاية الجزائر العاصمة وولاية البليدة. L'eau est une ressource fondamentale pour la sécurité nationale et avec un littoral de plus de 1200 km, les pouvoirs publics comptent mettre les bouchées doubles pour mettre fin aux perturbations récurrentes dans la distribution et l'approvisionnement en eau des foyers algériens. Et quand l'art rencontre la biodiversité marine, ça donne des clichés époustouflants. C'est ce qu'on retrouve dans cette exposition photo de fonds marins des espèces protégées. L'expo est l'œuvre d'un jeune photographe de l'association Remonta des activités subaquatiques et organisée par le parc de Taza Adjidjel. Reportage Abdelrahim Chmouni, commentaire Badia Mardi. Les fonds sous-marins dans toute leur splendeur s'invitent à la surface de la Terre pour éblouir les yeux des visiteurs de cette exposition initiée par le parc Taza Adjidjel. Faune et flore marine d'une beauté saisissante à travers l'objectif de ce jeune photographe passionné. Des images qui vous plongent dans les entrailles de l'aire marine protégée de cette wilaya côtière. On a organisé aujourd'hui une exposition photo, plus projection vidéo, court-métrage, pour mettre en valeur certaines espèces aussi
qui ne sont pas connues, comme les nudibranches, il y a beaucoup d'espèces. L'aire marine protégée de Djidjel s'étale de Ras El Afia Grand Phare jusqu'à Ziama Mansoria sur une superficie de 9 603 hectares, 147 espèces protégées y vivent. Dans le cadre des activités du parc national de Taza, donc c'est une aire protégée qui est classée en 1984 avec un label aussi, un label MAP. Donc des activités très riches dans la mise en œuvre du projet COGETO du parc national de Taza. C'est un projet de coopération internationale. Donc c'est des projets qui visent la protection de toutes les espèces faunistiques et floristiques. Le pescatourisme, qui est un type d'écotourisme, a été également promu à Djidjel à travers le projet du parc national de Taza. Et le pescatourisme, c'est quoi? C'est un tourisme qui est par les pêcheurs et pour les pêcheurs. En fait, cette expo, elle vient vraiment à pic pour parler de la biodiversité sous-marine et spécifiquement à Djidjel, une région qui est quand même réputée pour la richesse, sa richesse faunistique et floristique. Et moi, je dois attirer l'attention aussi de vos téléspectateurs que la biodiversité, elle doit rentrer dans notre culture d'une manière générale. C'est pas seulement une science, une discipline scientifique. Non, ça doit vraiment devenir culturel, un acte culturel. L'exposition a attiré de nombreux visiteurs charmés par ces fonds marins à la biodiversité extrêmement riche. On était surpris par les photos qu'il a prises, des espèces qu'on n'a jamais vues. Et on encourage. La corniche djidjilienne, avec ses plages paradisiaques, ne cesse d'émerveiller ses visiteurs. Sous ses eaux cristallines se cachent des merveilles qui peuvent servir d'atout pour développer davantage le tourisme. Deux éléments de soutien au groupe terroriste et 17 narcotrafiquants arrêtés. Des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Malim Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 17 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 5 quintaux et 72 kg de kiff traité, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 138 717 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Bourj-Beji Mokhtar, Ingizem et Janet 101 individus et saisi 24 véhicules, 104 groupes électrogènes, 115 marteaux-piqueurs et des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 7 autres individus ont été appréhendés et 5 fusils de chasse, 3000 cartouches, 11 521 unités de diverses boissons, 51,7 tonnes de déchets de cuivre et 30 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies à Ouargla, El Oued, Ingizem, Batna, Khenchla, Chlef, Bouira et Msila. De même, les gardes-frontières ont déjoué avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburant s'élevant à 98 348 litres à Tamnaraset, Bourj-Beji Mokhtar, Tbessa, Atarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 145 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national.
À l'étranger, ce reportage poignant sur le Maroc, réalisé par l'agence de presse Step News. L'organe de presse montre les habitants du Maroc profond, appelé communément le Maroc oublié, une région située derrière les montagnes du Haut-Atlas. Ils mènent une vie primitive, semblable à celle des hommes des cavernes, à cause de l'absence des commodités les plus basiques et des conditions climatiques difficiles ayant fait de leur vie une tragédie. Marginalisés, ils n'ont pas accès à l'éducation ni les services médicaux, encore moins les routes, les transports et les services publics. L'agence de presse basée aux États-Unis a souligné en outre que certains de ceux qui se trouvent dans ces zones vivent encore dans des grottes et d'autres vivent une vie de bédouins, préférant migrer à la recherche de moyens de subsistance. Ces zones que le colonisateur français appelait en 1912 le Maroc inutile, faute de richesse, sont toujours considérées comme inutiles par le régime du Marzen, alors que les gouvernements successifs au Maroc n'ont rien fait depuis 6 décennies. Et le Maroc épinglé de nouveau pour espionnage. Une ex-ministre espagnole des Affaires étrangères accuse le Marzen d'avoir utilisé tous les moyens pour ravilir l'assistance humanitaire du président sahraoui. L'an dernier, l'accueil de Brahim Ghali par Madrid avait créé une crise diplomatique durant laquelle le régime marocain a mis sur écoute des membres du gouvernement espagnol, a confié l'ex-ministre au journal Periodico. Yamina Saïdji pour les détails. Pour le gouvernement marocain, tous les moyens de pression sont bons pour amener le gouvernement espagnol à se ranger de son côté sur la question du Sahara occidental. Un mois après la vague migratoire en mai 2021, l'affaire Pegasus a fait scandale. Le Maroc avait été accusé durant l'été 2021 d'avoir eu recours à ce logiciel espion israélien après une vaste enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux. L'affaire d'espionnage aurait fait surface avec les révélations fracassantes de l'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, faites dans le quotidien espagnol El Periódico. L'ex-ministre a indiqué que le Maroc avait procédé à des écoutes l'an dernier durant la crise diplomatique avec Madrid, provoquée par l'accueil en Espagne du président sahraoui Brahim Ghali, pour des raisons médicales, affirmant que tout a été utilisé durant cette crise pour couvrir debout cette aide humanitaire envers Brahim Ghali. Le piratage de téléphone de certains membres du gouvernement espagnol, des écoutes, des plaintes, des campagnes et notamment des campagnes de presse. Le gouvernement comme les médias espagnols ont assuré que ces piratages à l'aide du logiciel de l'entité sioniste étaient une attaque externe provoquée par Rabat. Éclatée en juillet 2021, l'affaire Pegasus a provoqué un scandale à l'échelle internationale. Les agences de presse mondiales et des journaux, dans The Guardian, The Washington Post et Le Monde, ont d'ailleurs révélé les détails de ce scandale d'espionnage à grande échelle qui a touché les hommes politiques, y compris des chefs d'État, des journalistes et des militants du monde entier. Via le logiciel espion Pegasus fabriqué par l'entité sioniste, le Maroc est parmi les pays pointés du doigt pour avoir utilisé ce logiciel. En cette même période, le roi Mohamed VI avait fait appel à l'entité sioniste pour la protection des données personnelles de ses sujets et sollicité le groupe de travail international sioniste pour la protection des données. Mais ce qui ressemble à une simple collaboration en matière de sécurisation des renseignements cache en réalité les véritables intentions du Marzen et de son allié sioniste. Celle d'utiliser les données piratées pour faire pression sur les gouvernements et les États pour qu'ils leur apportent leur appui à leur vile machination. On arrive au sport et un mot de football. L'équipe nationale s'est imposée ce soir face à son homologue tanzanienne à Dar es Salaam. 2-0. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 prévus en Côte d'Ivoire. Et on continue avec le sport et votre rendez-vous méditerranéen par Sarah Derbel. Bonsoir Sarah. Merci Sarah Derbel pour toutes ces précisions. Demain, on retrouvera Mokhtar Rahmani pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Alger.